Bonsoir. Libérer les talents. C'est votre désir, d'après ce que j'ai cru comprendre cette année. Ça nous demande un petit peu de réfléchir d'où ils sortent ces talents. Première distinction, ce ne sont pas des compétences d'abord que nous pouvons acquérir. Le talent est quelque chose qui est donné. Il fait partie de qui nous sommes, on pourrait dire de notre être. Donc ça veut dire que ce soir, notre être, notre personne, qui nous sommes, va être l'actualité sur laquelle nous allons essayer de réfléchir. Alors là, moi j'ai deux solutions avec vous, où je vous parle de l'être de manière abstraite, ce qui équivaut à peu près à nager sur un tabouret, ce qui pour un breton n'est pas sans signifiance, où on essaye chacun de s'appuyer sur notre être propre. La qualité propre de l'être, c'est la présence. Donc qu'est-ce qu'on décide ensemble en cette début de soirée? Je vais vous faire plusieurs propositions honnêtes. Une première de géolocalisation. Est-ce que ce soir, vous faites le choix d'être là, ou vous êtes à moitié sur vos mails, à moitié sur vos textos, à moitié sur le programme de demain? Ça fait déjà beaucoup de moitié. Ce qui fait qu'en qualité de présence, je vais être proche du degré zéro. Si nous vivons ça, je peux vous garantir une chose, vous sortirez de cette soirée frustrée. C'est une belle promesse. Alors je pense que si nous souhaitons que cette soirée porte du fruit, je nous invite à choisir d'être vraiment là. C'est pas simple pour un dirigeant. Plein de trucs qui continuent à tourner. Le deuxième point, c'est que forcément, moi j'essaye de vous parler, donc il y a pas mal de questions qui vont surgir quand je vais m'adresser à vous. La première, c'est de savoir si ce que je vous dis est intelligent ou pas. Est-ce que je peux convenir? La deuxième, c'est de savoir si celui qui s'exprime ce soir, c'est un mec bien. Donc les deux premières questions qui vont peut-être vous traverser l'esprit, la première sera une question d'évaluation et la seconde d'appréciation. Par souci de nous faire gagner du temps, j'aimerais personnellement répondre à ces deux questions. Ce que je vais vous dire sera intelligent. Et j'ai mis des années à boucler le dossier, mais ça y est, maintenant j'en suis convaincu, je suis un mec bien. Donc, libérons-nous de ces deux questions qui peuvent vous occuper intérieurement et prendre un espace dont on va avoir besoin pour autre chose. Donc en termes de géolocalisation, je vous invite à choisir d'être là. Et en termes d'évaluation ou d'appréciation, vous vous référez à la réponse que je viens de vous donner. On va gagner du temps. Il y a une troisième manière de m'écouter, c'est de comparer ce que je vais vous dire à ce que vous savez déjà. Là, malheureusement, je ne ferai pas le poids. Puisque de toute façon, ce que vous pensez déjà sera plus prégnant que ce que je vais raconter. Donc vous voyez, en début de soirée, si vous vous dites que vous allez être à moitié là, en train d'évaluer, d'apprécier, de comparer, je ne suis pas sûr que la soirée va servir à grand chose. Je travaille avec des dirigeants depuis des années, je sais que leur temps, leurs minutes, leurs heures sont précieuses. Donc moi ce que je souhaiterais, c'est que cette soirée, elle soit vraiment et féconde et utile pour vous. Alors je vais vous proposer une manière de la vivre. Vous n'êtes pas obligé de la prendre.
D'après ce que j'ai cru comprendre, ce que disait Patrice tout à l'heure, il y a des richesses qui sont présentes. Rapidement, la problématique de la richesse, c'est d'arriver à la situer et y accéder. Une fois qu'on y a accédé, de l'extraire. J'ai cru comprendre que cette richesse était en partie locale. On pourrait faire dans l'ultra-local. Cette richesse, on le sait, elle est en chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez y accéder? Est-ce que vous savez accéder à la richesse, ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre vous? Ça, vous voyez, c'est l'intérêt que ce soit moi qui pose les questions, parce que si c'est à moi qu'on l'a posé, c'est pas si simple que ça. On a du mal. Donc cette soirée, j'aimerais la mettre sous cet angle-là. Une soirée qui nous permette davantage d'accéder à ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc une soirée finalement où peut-être on pourrait se laisser inspirer. Alors je vous propose une manière d'écouter ce qui va être dit. C'est pas de savoir si c'est bien ou pas, ça on s'en fout un peu. Dans tout ce qui sera dit ce soir, je vous invite à garder ce que vous entendez qui sonne juste pour vous. Est-ce que dans tout ce qui sera dit ce soir, il y a un truc qui sonne juste? Pas savoir si c'est vrai, bon, mais intérieurement, si dans le propos, il y a une résonance pour vous. S'il y a une résonance, je vous invite à le garder. Pourquoi? Parce que cette résonance, elle va commencer à être un chemin d'accès à qui vous êtes. Qui ne me regarde pas, c'est un dialogue de vous à vous. À partir de cette résonance, quelque chose peut s'opérer. C'est d'être inspiré. Moi, je crois que la porte du changement, c'est pas moi qui l'ai dit, elle s'ouvre de l'intérieur. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a volonté chez vous de transformer. Archimède nous disait, donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. On ne manque pas de levier. Le point d'appui, pour moi, c'est la vraie question. Ce soir, je vous propose d'accéder à ce point d'appui, de le toucher plus profondément à l'intérieur de soi. Donc si quelqu'un entend quelque chose qui sonne juste, il le prend. À partir d'une résonance qui sonne juste, il y a matière à quoi? 3 choses qui, pour moi, sont essentielles. Être inspiré. Je crois qu'un dirigeant a besoin d'inspiration. Savoir écouter de manière ajustée nos intuitions, qui sont toujours un peu anticipatrices. Et qu'est-ce qui se passe quand on est inspiré et qu'on a les bonnes intuitions? On est innovant. Je crois qu'actuellement, ce dont nous avons puissamment besoin, c'est d'innover. On va la trouver où, cette innovation? C'est quoi la source? Elle est à l'intérieur. Donc là, je crois qu'il faut qu'on se pose une question clé. Pourquoi les chats, ils ont des moustaches? Je sens comme difficulté dans le CJD d'aborder cette question frontalement. Parce que je peux concevoir, moi-même j'ai mis des années. Pourquoi un chat a-t-il des moustaches? C'est ce qu'on appelle du calibrage tactile. Si les moustaches passent, le chat passe. Je vous sens dans une profondeur de réflexion. Ça m'émeut. La tête de l'entreprise, c'est le dirigeant. S'il passe, l'entreprise a une bonne chance de passer. S'il passe pas, ça va être difficile. Je ne crois pas qu'un dirigeant puisse pousser l'entreprise ou qu'il l'attire. J'ai dit ça un soir, je vous assure que c'est vrai, dans une rencontre. J'avais en face de moi, au premier rang, un monsieur qui avait des bacchantes. Pas des moustaches, vraiment XXL. Il me regardait totalement impassible,
Et le monsieur faisait un bon 100 kilos, je pense. Et à un moment donné, il m'a interrompu de manière totalement impassible et il m'a dit « Moi, si les moustaches passent, je ne passe pas. » On ne se rend pas compte du combat que peut vivre un dirigeant. Ce soir, ce que je souhaiterais, c'est que chacun d'entre nous, on active notre dimension de moustache pour l'entreprise. Qu'on trouve matière à passer, matière à générer de l'attraction. On va la trouver où, cette attraction? Moi, je crois qu'il y a une piste. C'est d'accéder à l'intérieur. Je travaille avec des dirigeants depuis pas mal d'années. J'ai moi-même ma petite entreprise, donc c'est une réalité à laquelle je suis confronté tous les jours et je me rends compte du paradoxe que vit le dirigeant. C'est que c'est quelqu'un qui, tous les jours, est sursollicité au plan opérationnel, avec des exigences variées de performance, d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de fiabilité. Rien que ça. Et ordinairement, sur ces 5 points, il bataille pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe si le dirigeant est mangé par ça? Tiens, il y a la réponse dans la question. Mais il est mangé. Si un dirigeant fusionne avec l'opérationnel, est-il encore en capacité de diriger? On sait très bien qu'avec cette ligne horizontale de performance, il faut une autre ligne verticale de vision. Ça fait pas mal d'années qu'on sait ça. Il faut arriver à mailler la performance opérationnelle avec un recul qui permet de situer pas simplement ce que fait l'entreprise, pas simplement le produit, le service qu'elle rend ou délivre, mais son lieu le plus fort de différenciation. C'est quoi le lieu le plus fort de différenciation d'une entreprise? Est-ce que ce sont ses produits? Est-ce que ce sont ses clients? Oui, aussi, bien sûr. Vous avez connu cette période où il suffisait d'avoir des bons produits avec des bons prix pour réussir? Vous avez connu cette période-là? C'était il y a longtemps déjà. Maintenant, ça s'appelle un prérequis. T'as les bons produits et les bons prix, c'est à minima. C'est pas ce qui fait que forcément tu vas réussir. Le lieu le plus unique de l'entreprise, c'est quoi? C'est pas simplement ce qu'elle fait, c'est pas simplement ce qu'elle vit, c'est qui elle est. Est-ce qu'il est important pour une entreprise d'avoir une identité forte? Je pose autrement, une identité forte permet quoi dans une entreprise? 2 choses. À l'interne de se fédérer, et à l'externe de se différencier. Les 2 points vitaux. Tu ne trouves pas que c'est pas un peu étonnant, ça? Je viens de dire qu'il fallait avoir accès à l'être personnel. Et là, il y a comme une analogie avec l'entreprise. L'analogie de l'entreprise qui, elle aussi, a un être singulier. Donc à cette nécessité horizontale opérationnelle, nécessité de cette verticalité qui, parce qu'elle amène de la vision, permet quoi? De diriger, d'anticiper. Accompagnant des dirigeants, je me rends compte que ces 2 axes ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qui va être nécessaire? Un 3e. Oui, il faut une maîtrise opérationnelle horizontale. Oui, il faut une verticalité qui permet de voir et de voir loin. Mais je crois que pour tenir bon, il faut une profondeur. Et je crois qu'actuellement,
Ça a été énoncé tout à l'heure. Le carrefour où est attendu le dirigeant. Je dis le dirigeant, c'est le leader en général, c'est pas spécifique à l'entreprise. Parce que c'est déjà vrai de la personne humaine en général, mais de la personne qui va exercer une autorité, une responsabilité particulière, c'est une profondeur. Alors c'est quoi la profondeur? C'est l'accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi le dirigeant il a besoin de ça? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, un dirigeant? Il arbitre et il prend des décisions. Comment tu veux arbitrer et prendre les bonnes décisions si tu n'as pas accès à ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur? Donc vous voyez cette hybride particulière qu'est la vie du dirigeant. Une nécessité opérationnelle. Chercher à voir loin. Est-ce qu'actuellement on arrive à voir loin? Quand j'ai commencé à travailler dans le métier de conseiller de direction, il y avait une expression qui tournait, vous savez, c'était travailler à 3-5 ans. Vous avez connu cette expression? Elle est drôle maintenant. Quand on manque de visibilité, l'enjeu c'est de gagner en vision, de gagner en profondeur. Je vais vous citer un moment clé pour moi où j'ai pigé ça. Il y a quelques années, je me suis mis à plonger, pas en restaurant parce que je n'ai pas de matériel, mais dans la mer. Et j'ai commencé en Corse, et puis en mer Rouge. Et un jour, j'ai un ami breton qui m'a invité à plonger en Bretagne. Genre, je n'avais pas consulté le dossier avant, vous voyez. J'ai partie des choses que vous découvrez. Bon. Et c'est une expérience qui était il y a une dizaine d'années qui m'a beaucoup marqué, parce que quand on partait du bord de la plage, pour monter dans le semi-rigide qui nous amenait sur le spot de plongée, et quand j'ai vu l'état de la mer, je lui ai dit « Mais t'es sûr qu'on va sortir ?» Il dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Mais t'as vu dans quel état elle est ?» Il dit « Ouais, et comme ça tout le temps. » D'accord ? Donc, c'est là que j'ai expérimenté qu'entre la plage et le spot de plongée, t'as 6 bonnes raisons de vomir en 4 heures. Sponsoring de l'Orangina, c'est-à-dire que ça te décolle la pulpe du fond avant que tu arrives sur le spot. Quand tu arrives au spot, tu mets pas 8 jours à te dire que tu vas aller dans l'eau. Vous voyez, la tentation de flâner dans le bateau est pas massive. En tout cas, je ne l'ai pas eu. Tu t'harnaches relativement rapidement et tu bascules dans l'eau. La deuxième erreur que tu commets, c'est de croire que ça va s'arranger quand tu es dans l'eau. Ordinairement, moi, c'est un peu mon expérience. C'est-à-dire que tu passes d'Orangina à Vivagel. Je ne sais pas ce qui se passe sur vos côtes. Je ne sais pas s'il y a un thermique à lâcher quelque part. Mais quand tu arrives dans l'eau, tu es au courant que tu es dans l'eau, quoi. Et donc, après avoir été secoué comme un prunier, je me suis mis à bien cailler, parce que le néoprène, il faut un petit moment pour que ça chauffe quand même. Et ben, tu vois pas grand-chose. Désolé, peut-être ça en heurte certains, hein, je marche peut-être, pas sur l'eau, mais sur des plates-bandes. Donc normalement, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire quand tu as été secoué comme un prunier, que tu te cailles et que tu vois rien, que tu te souviens que tu as payé pour te faire plaisir. Mais normalement, c'est à ce moment-là que tu as une espèce d'éclair luminescent. Et familier des mers dans lesquelles je plongeais, j'ai été totalement dérouté, même si on avait un peu briefé avant. Et en gros, ce que j'avais appris avant ne servait pas à grand-chose, notamment sur la question de la visibilité. Et ça a été un moment, et vous savez ce que c'est que de plonger en palanquet, tu ne dis pas « je rentre à la maison hein. ». Tu es lié à un collectif. Donc ils descendent, tu descends. Et je me souviens de cet inconfort majeur dans lequel j'étais, et à un moment donné, de me dire, mais faut que ça s'arrête, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne change pas énormément de choses, si vous voulez, quand vous dites ça. C'est une réflexion majeure, mais peu efficiente. Et avec une toute petite conscience, et vous savez, la mer est à millefeuille,
Donc il y a rarement la même intensité de courant en fonction de la profondeur. Et je me souviens avoir vidé mon stade et d'être descendu en piqué, ce que mon binôme n'a pas du tout apprécié, en me disant « je m'arrêterai quand ça s'arrêtera ». Périlleux comme réflexion. Et dans la barre des 15 mètres à peu près, ça a commencé à se calmer. Calmer, j'entends, par le courant. La visibilité, c'était encore artistique. Et à un moment donné, je me suis senti moins malmené, donc j'ai regonflé le gilet, je me suis mis en flottabilité nulle, et en visuel, alors là, c'était un enchantement. Parce qu'une mer un peu démontée, avec de la lumière qui la traverse quand tu es dessous, c'est de toute beauté. Et il y a un truc qui s'est inscrit en moi, à ce moment-là. C'est plus tu es secoué à l'extérieur, plus c'est inconfortable, moins tu vois clair et plus ça caille. Toi, j'ai l'ambiance. Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé. Plus il faut descendre. Je crois que plus ça tangue à l'extérieur, plus il faut gagner en profondeur. Et je crois que l'époque que nous vivons est une merveilleuse interpellation là-dessus. De trouver le point de profondeur à l'intérieur de soi, où il y a un peu plus de visibilité. Alors ce que je vous propose, c'est de distinguer les niveaux qu'il y a dans nos vies pour voir les points d'accroche en termes de profondeur. 3 grands niveaux. Ce qui nous a été exprimé tout à l'heure, c'est quoi? Ce sont des activités. Ce serait intéressant, moi j'aimerais bien que vous exprimiez ce que vous faites en termes d'activités. Elles sont diverses. Est-ce que l'activité est un registre qui peut être menacé? Alors chez vous, je ne sais pas, mais globalement oui. L'activité est un lieu profondément menaçable. Autre dimension forte de nos vies, pas simplement ce que nous faisons, l'activité, mais ce que nous vivons. Je prends l'angle de la relation. Est-ce que les relations que nous vivons peuvent être menacées? Est-ce que je peux perdre une activité? Est-ce que je peux perdre une relation? L'expérience montre que oui. Si dans nos vies de dirigeants, on a un pied sur l'activité, un pied sur la relation, on vient d'inventer la planche à roulettes. C'est tout le temps mobile, tout le temps en mouvement et tout le temps menaçable. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du dirigeant quand il vit ça? Il est hyper réactif tout le temps. Pourquoi? Parce que la menace, la peur de perdre, voire l'agression, sont tout le temps prégnantes. Si nous pouvons perdre l'activité, certains visages de l'activité, si nous pouvons perdre certains visages de la relation, certaines relations, est-ce que nous pouvons perdre qui nous sommes? Est-ce que notre être, notre personne profonde, on peut la perdre? C'est pas simple comme question. J'avais été frappé il y a quelques années par un film d'Albert Dupontel dont le titre s'appelait « Enfermé dehors ». Parfois, on peut perdre l'accès à qui nous sommes en étant enfermé dehors, par surcroît d'activité, surcroît de relations. C'est un truc qu'on avait monté avant. Au moment où je disais enfermé dehors, il y en a un qui sortait. Il y a des années de travail derrière, oui, ça arrive comme ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, cette distinction-là,
comment j'y suis arrivé. Et pourquoi ça me semble si important de l'avoir. Vous avez dû remarquer que depuis que je m'adresse à vous, je me sers que d'un bras. C'est pour me donner un genre. Je trouve une banalité avec vos deux bras mobiles tous. Qu'est-ce qui fait que notre être peut éclore? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir accès à lui? Je crois qu'il y a une grande voie qui s'appelle la voie de la rencontre. Quels sont les lieux où vous vous êtes senti le plus vous-même? Vous verrez, si vous scrutez un peu à l'intérieur, que les lieux où on s'est senti souvent le plus soi-même, c'est quand on a eu en face de nous quelqu'un qui nous regardait pour nous-mêmes. Avec bienveillance, avec amitié, voire avec amour. Donc le cœur est une voie d'accès à l'être. C'est ce que j'appellerais une rencontre solaire. Personnellement, j'en ai vécu une autre. À 18 ans, j'ai rencontré un mur en moto. C'était pas sur rendez-vous. C'était pas prévu. Et une des conséquences de cet accident, ça a été de me priver de l'usage du bras droit. J'étais droitier. C'est pour ça que j'ai fait une fac de lettres, pour apprendre à écrire. Vous me demandez pourquoi vous faites ça. Pour ça, maintenant, je conseille des dirigeants. Ce qui fait qu'un dirigeant réussit la plupart du temps, c'est qu'il a un bras droit à ses côtés qui est efficient. Je fais une ambiance moyenne quand je demande à un dirigeant dans quel état est son bras droit. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'accès à la profondeur, c'est un désir qu'on a tous. Comment on va le formuler? Ce que Pindar disait, qui était un présocratique, deviens qui tu es. Le fait de devenir qui nous sommes, on en a tous le désir. Quand on vit quelque chose, quand on fait quelque chose et qu'on se sent profondément soi-même, il y a une jubilation, même quand c'est dur. Il y a une joie profonde à être soi. Certaines voies d'accès pour devenir soi sont confrontantes. Si je reprends ma distinction de tout à l'heure, l'activité, la relation et l'être. Une approche en 3D. Avec un bras en moins, ça donne quoi au niveau de l'activité? Moi, je suis issu de Haute-Savoie. Donc mes repères sont l'escalade, le parapente, l'alpinisme, le tricot, ça c'est moins grave. Un lien à la nature qui est extrêmement fort, où régulièrement 2 bras, ça ne suffit pas. Donc du point de vue de l'activité, je me suis retrouvé dans une grande logique de soustraction. Je pouvais moins faire de choses. Quand tu as 18 ans, c'est moyen. Ça donne quoi dans l'ordre de la relation? Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez des enfants qui ont cet âge-là. Comment on est dans sa peau quand on a 18 ans? C'est en cours. On ne l'habite pas encore complètement. En d'autres termes, quand tu n'es déjà pas très très bien dans ta peau à cet âge-là, ça n'aide pas, du point de vue de la relation. Je peux vous citer un exemple. Quand vous allez faire vos courses au sortir du supermarché, quand vous arrivez en caisse, qu'est-ce que vous faites? Je m'étais engagé auprès de toi à traiter que des questions essentielles. On est d'accord? Faites quoi quand vous arrivez en caisse? Vous sentez tout de suite qu'il y a 2 axes, l'activité ou la relation. Certains choisissent la relation. Ouais. Ce qui est drôle dans la réponse que vous me faites, c'est que vous montrez bien que l'activité comme telle ne va pas avoir beaucoup d'intérêt.
Avec 2 bras, c'est sûr. Quand tu arrives en caisse avec une main, une suite de courses et un sac thermomoulé, comment tu fais? Alors il y a une première solution extrêmement facilitante, c'est que chaque fois que tu vas au supermarché, tu n'achètes qu'une chose. Sur l'optimisation, c'est pas terrible, mais tu t'en sors bien parce que tu es équipé pour assumer le geste que tu poses. Tu as une deuxième solution, c'est que tu prends le fameux sac thermomoulé, tu noies avec les mains, ce qui donne en caisse un charme exotique. Et donc tu te retrouves à vivre une activité d'une simplicité immense que tu n'arrives pas à assumer, avec un entourage relationnel qui te regarde te battre avec ton sac plastique. Tout ça pour dire que cette voie d'accès à l'être, on peut y accéder parfois par soustraction, pas par plénitude. Moi je vous dirais très simplement que ça a été un tel pataquès dans le fait d'arriver à faire face sur ce qu'il fallait faire, et un tel pataquès dans la relation, qu'il a fallu trouver une troisième voie. Tout ça pour dire que quand la relation et l'activité sont profondément malmenées, ce peut être une invitation à gagner en profondeur. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que psychologiquement, quand l'activité et la relation sont malmenées, on le vit immédiatement comme un mal, comme un manque, comme une carence, comme quelque chose qu'il va falloir résoudre. On ne voit pas que c'est en train de libérer un espace, peut-être pour recevoir quelque chose. Je discutais récemment avec quelqu'un qui est rentré du Japon, où il avait travaillé de nombreuses années. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, y a-t-il une distinction forte entre l'Orient, enfin même l'Extrême-Orient, et nous? Il me disait oui, il y en a une. C'est que chez nous, quand il y a un manque, quelque chose qui ne va pas, c'est immédiatement un mal qu'il faut changer, qu'il faut résoudre, qu'il faut supprimer. Au Japon, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit comme un vide, qui est une disposition à recevoir quelque chose de nouveau. Je reboucle sur ma première question. Voie d'accès à la profondeur de qui nous sommes. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une voie d'accès qui est un peu cachée. Voie d'accès facile, j'accomplis, je réussis ce que je fais, je m'épanouis dans la relation. Je travaille depuis suffisamment d'années en accompagnant des personnes pour me rendre compte que ça ne résume jamais la vie d'une personne. Jamais. Dans nombre de vies, nous avons quoi? Dans l'ordre de l'activité, des arrêts d'activité, des pertes d'activité. Dans l'ordre de la relation, même chose, des pertes de relation, des séparations. Peut-être qu'on peut toucher un tout petit peu ce soir et que derrière nombre de séparations se cache quelque chose dans l'ordre de l'être qui nous est donné. Naître, c'est se séparer. Combien d'années faut-il pour qu'un enfant se sépare de sa maman? On va consulter les femmes, vous diriez quoi? Une bonne 50aine d'années, franchement. C'est pas gagné, hein?
très impressionné de voir que dans nos vies, nombre de choses nous sont données, quand je dis données, c'est imposé, pour concourir à quoi? À notre naissance. C'est vrai pour les personnes, c'est parfois vrai pour les collectifs, pour les entreprises. Ça change quoi de voir ça? Beaucoup. Ça permet de toucher, ce que déjà disait Aristote d'ailleurs, le mal est une absence du bien. La maladie, c'est l'absence de la santé. Le visage des maux qu'il y a dans nos vies, dans l'activité, dans la relation, en rayonnement parfois sur qui nous sommes, est-ce que nous les voyons comme l'absence d'un bien vers lequel nous sommes appelés à tendre? J'ai mis très longtemps à découvrir ça à l'intérieur. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'un dirigeant, la plupart du temps, quand il est face à un mal, il cherche à faire quoi? À le résoudre, et si possible, vite. C'est normal, il est dirigeant. Y a-t-il des choses qui, dans l'ordre du mal, ce qui dysfonctionne, se répètent dans vos vies? Je ne parle pas du one-shot. Ordinairement, quand un mal se répète, c'est qu'on n'a pas entendu ce qu'il nous disait. On n'a pas entendu le bien dont il est l'absence qui est en train de nous appeler. Pour entendre ce que je suis en train de dire, ça réclame d'arrêter de courir, de se poser. Ça réclame ce que j'appellerais une intériorité. Et le paradoxe de la vie du dirigeant, c'est parce qu'il est appelé quotidiennement à arbitrer, à choisir, à décider, il a besoin de cette intériorité. Et en même temps, toute la journée il court. Comment voulez-vous arriver à mailler la profondeur, la performance et la hauteur? Ça se décide. À un moment donné, c'est un moment de maturité intérieure où on va décider, ça a été dit tout à l'heure, de se consacrer du temps. Ça n'a pas l'air facile, hein. C'est une vraie bataille. Et plus il se consacre du temps, plus il achète d'entreprise. Vous imaginez si vraiment il se met... Et c'est pas faux, hein. L'accès à l'intériorité, l'accès à l'être, donne un point d'appui qui permet d'avoir des leviers de plus en plus forts. Donc je ne suis pas trop étonné par ce que vous avez dit tout à l'heure. Si je vous pose maintenant la question, quand est-ce que cet être personnel dont on est en train de parler, qui vous êtes, vous en avez eu vraiment l'expérience? Où vous vous dites, ça, c'est vraiment moi. Vous me citeriez quoi comme exemple? Est-ce que c'est en faisant quelque chose? Est-ce que c'est en vivant quelque chose? Quels sont les moments de votre vie où vous percevez le plus vous-même? Vous diriez quoi?
Pas simple comme question. Je vous invite à la laisser retentir comme un scan. Regardez vos activités, vos relations, vos collaborateurs, vos clients, vos amis, vos conjoints, vos enfants, vos activités sportives, associatives. Est-ce que vous touchez que dans certaines relations ou activités, vous êtes plus vous-même? Normalement, l'arbitrage va assez vite. Une des voies d'accès pour moi à l'être, c'est de décider d'investir sur l'une ou l'autre. Tu parlais de sagesse tout à l'heure. Aristote dit que le propre du sage, c'est d'ordonner. Quel ordre nous mettons entre toutes les activités, toutes les relations qui composent nos vies? Je vous propose 3 critères. Quelles sont dans nos activités et relations celles que nous situons comme nécessaires? Quelles sont celles que nous situons comme importantes? Quelles sont celles que nous situons comme essentielles? Ce qui est nécessaire, très vite, c'est dans l'ordre des besoins. Ce qui est important, c'est très vite commandé par l'urgence. Ce qui survient toute la journée auquel je dois faire face. Si nous ne nous occupons pas de ce qui est nécessaire et important, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va s'occuper de vous. Normalement, mail, téléphone, fax, pigeons voyageurs en tout genre, vont très vite vous signifier que ce qu'il y a de plus nécessaire et important, on l'oublie. Vous savez ce que c'est le paradoxe? C'est que si on oublie ce qui est essentiel, qui va venir nous en parler? Pas grand monde. Ceux qui nous aiment, vraisemblablement. Il y a une responsabilité particulière de chacun d'entre nous sur ce qui est essentiel. Si je veux pousser au bout ce que je suis en train de dire, on serait obligé de le regarder par tranche d'âge. Est-ce que ce qui m'est essentiel, important et nécessaire, c'est la même chose à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, à 60 et plus? Je crois pas. C'est quoi ce qu'il y a? Je vous pose simplement la question face au monde du travail. Et je ne vous parle pas des générations actuelles, je parle des nôtres. Entre 20 et 30 ans, c'est quoi la grande question qu'on se pose face au monde du travail? Qu'est-ce qu'on désire? Vous désiriez quoi entre 20 et 30 ans face au monde du travail? Faire sa place. Faire sa place. Être reconnu. Faire sa place, c'est être reconnu. C'est quoi la condition sine qua non pour vivre ça? C'est d'avoir du boulot. Tout super élaboré. La grande question entre 20 et 30, c'est parvenir à s'intégrer. Je suis extérieur à un collectif, il faut que j'en fasse partie. Il faut que je rentre à l'intérieur. J'étais prêt à
quoi pour m'intégrer? Pas tout. Ben, quand tu vas venir nous en parler, je sens que nous allons apprendre des choses. J'ai posé la question un soir dans un club comme ça. J'ai eu 3 réponses. La première, c'était dit, effectivement, j'étais prêt à tout. La deuxième, j'ai un homme qui m'a répondu, moi, j'étais prêt à coucher. Et en face, il y a une femme qui lui a dit, je vous assure que c'est vrai. Ouais, à l'époque, tu pouvais. Sauf que lui, il avait préparé son coup, il s'attendait à ça. Il a dit, j'ai épousé la fille du patron. C'est une voie d'intégration. Une fois qu'on est intégré, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est important du point de vue de l'être, vous voyez. J'étais au dehors, j'ai besoin d'être au dedans. Quand je suis à l'intérieur du collectif, je crois que c'est ce que tu dis. Ce qui m'habite, c'est le besoin de prouver quoi? À l'autre ma valeur et à moi ma valeur. Je passe d'un enjeu d'intégration à un enjeu de démonstration. Je suis prêt à quoi pour prouver ma valeur? Vous remarquerez le silence penaud dans lequel Sylvain se tient. On est souvent prêt à pire que pour s'intégrer. La quête de reconnaissance, quelque chose d'extrêmement prégnant. Aristote disait, il appelait ça la gloire humaine, que pour y résister, il fallait un secours des dieux. Après, il y a 2 commentaires. Le premier, c'est que la gloire humaine est la réalité la plus attractive sensiblement qu'il soit, et en même temps la plus fragile, car complètement dépendante de l'opinion et du regard de l'autre. Combien d'années sommes-nous préoccupés, selon la petite typologie, par le fait de s'intégrer et de faire ses preuves? Une bonne vingtaine. Qu'est-ce qui se passe autour de 40 ans? Je ne m'attendais pas que la question fasse un tel effet. C'est peut-être une soirée avec conjoint, ça doit être ça la raison. Au bout de 40 ans, quand j'ai à peu près bouclé mes enjeux d'intégration et de démonstration, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas arrivé là encore. Bon. Effectivement, quand je termine un enjeu de démonstration, c'est quoi la ponctuation à la fin de la phrase? Un point ou un point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre de l'être autour de 40 ans? Plein de points d'interrogation. Plein de points d'interrogation. Lesquels de questions? Quelle puissance la cylindrée d'ADN? Oui. Pourquoi je fais ça? Bizarrement, je vais commencer à me demander si la vie que je mène, notamment professionnelle, correspond vraiment à qui je suis. Si la vie relationnelle que je mène correspond vraiment à qui je suis. Et normalement, au moment de ce double questionnement, monte un symptôme, signal faible d'une rare puissance qui s'appelle l'ennui. L'ennui dans une charpente, c'est l'équivalent des termites. Ça a l'air de rien, ça te met par terre un empire. Dans ce climat-là, il y a un concept clé qu'il faut qu'on creuse ensemble. C'est celui de la blonde décapotable.
qui, dans l'ordre de l'être, est un concept clé. Alors, pour l'affiner, comme dirait Gad Elmaleh, philosophe contemporain, le blond est un concept. Donc, elle peut ne pas être blonde, elle peut être brune. Se peut ne pas être une femme, mais un homme. Et c'est pas forcément une femme ou un homme, ce peut être une activité. Je pense à surseoir au questionnement et à l'ennui par une alternative dans l'ordre de l'activité ou de la relation. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut se demander si c'est la bonne question. Parce que si on affine le concept blonde décapotable, vous remarquerez que elle est livrée avec un plein. T'as pas accès au réservoir. Et elle a horreur de pousser. Et là, il y a des moments de grande solitude. Parce que l'enjeu dans l'ordre de l'être, c'était pas dans l'activité ou la relation, c'était vraiment dans l'ordre de l'être. Vous savez comment souvent se manifeste un appel dans l'ordre de l'être? Par du mal-être. C'est étonnant, hein? S'il y a du mal-être, c'est qu'on a mal à l'être. C'est que notre être cherche à éclore plus profondément. Je crois que si on essaye d'approfondir cette recherche, c'est des grandes lignes que je vous donne, donc notre réalité est forcément beaucoup plus fine que ce que j'en dis. Autour de 40-50 ans, l'appel n'est pas simplement de s'intégrer ou de prouver ou de se prouver. Mais je crois qu'il est de s'unifier. C'est faire l'unité plus profondément entre ce que je fais, ce que je vis et qui je suis. Vous l'avez déjà touché, cette réalité-là? On me dit au premier rang que c'est pas confortable. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que je vous parle de mal-être. C'est une zone d'inconfort où je suis comme interpellé sur ma propre vie à refaire une unité plus grande. Pourquoi je me permets de le nommer? Parce que si je suis maintenu dans le flot d'activité et le flot de relations, je ne vais pas l'entendre. Quand j'entends pas cet appel, que peut me signifier mon intelligence, mon cœur, mon entourage, qui va finir par me le dire? Le corps. Quelle opinion vous avez de votre corps? Le président dit super. Donc, nous sommes tous invités à avoir la même opinion du corps du président que le président lui-même. Il a perdu la raison. Certains cherchent de l'avancement. T'es toujours pas tout, hein, c'est mal. Pourquoi je me permets de citer le corps? Parce que c'est le dernier lieu d'ancrage de réalisme que nous avons. C'est pour ça que notre corps c'est un allié incroyable. Tu peux à peu près convaincre ta tête de tout. Tu ne peux pas convaincre ton corps de tout. Il te ramène toujours dans le réel. Si tu vis quelque chose qui est dans l'activité ou la relation, dissonant avec qui tu es, à un moment donné, il te le dira. Alors d'abord gentiment, hein. D'abord gentiment, vous l'avez remarqué, hein. Comment ça se passe? Je sais pas.
On a mal au cervical, on a mal au dos, on digère mal, on dort mal. Si le lancer de conjoint était discipline olympique, on serait médaillé. Ah oui, des moments où il se passe des choses. Pourquoi je me permets de nommer tout ça? Parce que le paradoxe dans lequel on est actuellement, c'est qu'on est sursollicité à l'extérieur pour changer et transformer, et je pense que c'est juste de l'entendre. Je pense simplement que pour trouver ce qu'il va y avoir d'adéquat à faire et à vivre pour que nous soyons transformants, et durablement, il faut avoir accès à qui nous sommes. Et entendre ce retentissement particulier qu'il y a autour de ces tranches d'âge sur le deviens qui tu es. Et quand tu parlais d'inconfort, étonnamment, la manière dont ça va se manifester n'est pas très très commode à vivre. Le thème qui nous habite ce soir, c'est libérer les talents et libérer le dirigeant. Ce que je vous ai annoncé dès le départ, c'est que les talents, ils s'enracinent où? Ils s'exercent dans l'activité, ils s'exercent dans la relation. Mais leur source, elle est où? Dans l'être, dans le cœur, dans l'intelligence, dans la personne. Si nous souhaitons que nos talents soient libérés, les talents ne se libèrent pas de l'extérieur, ils se libèrent par accès à l'intérieur. Je vais vous citer un exemple concret que j'ai eu. Un soir, comme ça, dans une rencontre, j'ai un monsieur qui lève la main et qui me dit moi, il y a un talent que j'aimerais exercer, c'est m'occuper de moi. Je ne savais pas que c'était un talent. Je dis pourquoi vous me dites ça? Monsieur qui avait 62 ans prend la parole, il me dit j'ai passé toute ma vie à travailler. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est de travailler à 4/5. Je dis écoutez, je vous propose qu'on scanne ensemble les voies d'accès à ce désir. Ce que je vais vous dire maintenant, essayez de mettre en résonance quelque chose que vous désirez vraiment. Je dis, mais pourquoi vous voulez travailler à 4/5? Première raison, je vous l'ai dite, je n'ai passé toute ma vie qu'à travailler. Deuxième raison, j'ai maintenant des petits-enfants, j'aimerais pouvoir m'en occuper. Troisième raison, dans mon entreprise, je pense que ce que je fais, d'autres peuvent le partager et le faire aussi. J'ai envie de faire la place. Quatrième raison, j'ai des activités associatives qui sont toujours restées en sourdine et j'aimerais les déployer. Cinquième raison, j'ai des activités sportives que j'aimerais pouvoir vivre en m'y consacrant davantage. Donc vous voyez le gars qui a déjà réfléchi. Et je lui dis alors? Il me dit ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans quoi? 2 ans que j'y arrive pas. Quand on parle de libérer, très important de voir où est le point qui bloque la libération. Pour qu'il y ait libération, c'est quoi la première porte d'entrée? Il faut avoir pris conscience. Si j'ai pas pris conscience du lieu, de la réalité dont je suis captif, je ne peux pas en être libéré. Je fusionne avec elle. Première porte d'accès à la libération, la prise de conscience.
Normalement, si vous avez des enfants, vous y êtes largement rompu. Vous n'avez pas remarqué le nombre de fois où vous pouvez répéter des choses qui sont comprises et totalement inefficientes? Moi, ça ne m'arrive pas, je vous rassure, mais je suis sûr que vous aussi. Comment se fait-il qu'on a beau répéter, c'est pas transformant? Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, ce ne sera pas transformant. Cet homme, il avait pris conscience. Porte d'entrée dans la libération. Est-ce qu'il suffit d'avoir pris conscience pour que ce soit transformant? Ça se saurait. Que faire pour qu'une prise de conscience relative à ce que je fais, à ce que je vis ou à qui je suis soit opérante? Qu'est-ce qui fait qu'une prise de conscience va être transformante? Ce que je vous dis, essayons de l'écouter pour soi, pour ses collaborateurs, pour ses enfants, tous les lieux où je vais exercer une forme d'autorité, au sens latin, un peu autoritariste, au sens augere, faire grandir, c'est présent. Vous ne pouvez pas faire grandir une fleur en le tirant dessus. Vous pouvez essayer. Pour qu'une prise de conscience soit fécondante, il faut quoi? Du désir. Vous savez d'où ça vient, le mot désir? Vous pouvez tenter l'expérience, je ne sais pas. Si vous sortez et vous vous adressez à quelqu'un dans la rue et vous lui dites « En votre présence, je sens en moi un désir grandissant. » Peut-être, président, peut-être, je ne sais pas, tenter l'expérience. Normalement, le champ sémantique va être assez vite précisé. Ordinairement, cette parole anticipe un geste. Pourquoi je me penche là-dessus? Parce que depuis de nombreuses années, le mot désir est circonscrit dans quel champ sémantique? Sensible, sensuel, sexuel, érotique. C'est très cocasse quand vous savez d'où il vient le mot désir. Juste un point pour l'éclairer. Quel était le dernier acte que posait un général de l'armée grecque avant d'aller livrer bataille? Tout était prêt, il n'avait plus qu'à aller livrer bataille. C'était quoi le dernier acte qu'il posait? Il allait consulter les oracles. Et qu'est-ce qu'il demandait à l'oracle? Si la configuration astrale était favorable à une issue victorieuse du combat. L'oracle consultait les astres. S'il y avait l'ensemble des astres qui concouraient à l'issue victorieuse, quel était le mot qu'il employait? Considerare, considère, avec les astres. S'il manquait un astre, il était dans desiderare. C'est un deux privatif, ça a donné le désir. Le désir, c'est la privation d'un astre manquant. Président, si tu tentais l'expérience avec cette formulation-là, il y aurait peut-être quelque chose à vivre. Pour qu'une prise de conscience soit efficiente, fécondante, transformante, il faut qu'elle croise profondément un désir que nous avons. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos collaborateurs, c'est vrai pour nos enfants. Sans prise de conscience, il n'y aura pas de libération. Si la prise de conscience n'est pas fécondée par un désir, il n'y aura pas de libération. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le désir soit transformant? Commencer à passer à l'acte. J'entends. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va passer à l'acte? La confiance. Et cette confiance, elle va permettre que le désir soit opérant. Et pour ça, il faut croire.
il ne faut pas que prendre conscience, il ne faut pas que désirer, il faut y croire. Croire est une vraie porte d'accès à qui nous sommes. Alors, de la même manière que le mot désir a été annexé, parce que je disais tout à l'heure, le mot croire, il est dans quelle sphère la plupart du temps? Oui, dans la sphère religieuse. Et la croyance, la foi, est un des visages très singuliers et nobles du croire. C'est pas le seul. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que j'accompagne régulièrement des dirigeants qui, pour eux, leurs relations, leur entreprise, ont des prises de conscience, ont des désirs. Et ces désirs avortent. Ces désirs ne vont pas au bout. La plupart du temps, quand le désir émergeait, il a rencontré qui? Non pas le croire, mais le savoir. La faisabilité. Vous savez par qui il est sponsorisé? Par Cycli, les extincteurs. Ordinairement, quand j'ai un fort désir en tant que dirigeant, si immédiatement je me pose la question de sa faisabilité, il se passe quoi? Tout à fait, c'est pas possible. La plupart du temps sur des questions de faisabilité. Une des nécessités pour être transformant, opérant et libérant, c'est de veiller à recueillir les prises de conscience qui peuvent nous traverser. Je vous rappelle qu'elles nous traversent, elles ne s'installent pas nécessairement. On peut les repousser. De venir les féconder par les désirs les plus profonds, les plus forts que nous pouvons avoir. Si nous voulons que le désir soit transformant, qu'il y ait un ancrage dans le fait de profondément croire à ce que nous voulons faire vivre. Et après, de regarder les conditions de sa réalisation, ce qu'on va appeler le savoir. Souvent, quand le savoir passe devant le croire, ça l'anesthésie. Je scanne avec mon dirigeant qui veut travailler à 4/5e. Prise de conscience, génial. Désir, totalement opérant. Croire, resplendissant. Savoir, il avait bouclé avec sa RH et avec le comptable, ça passait. Il posait pas l'acte. Pourquoi? Le gars, il est déjà balèze, hein. Parce que quand tu es dans le vert, sur le fait d'avoir pris conscience, de désirer, de croire, et tu sais que c'est possible, là, tu es déjà fort. On a tourné un moment. Hein. Il ne comprenait pas. J'ai regardé vers ceux qui le connaissaient. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Je dis, mais vous comprenez? Personne ne comprenait. Ne comprenant pas, je lui ai posé une simple petite question. Je lui ai dit, mais votre papa, il travaillait comment? Alors, son papa, lui, il travaillait à mi-temps. C'est-à-dire 12 heures par jour, tous les jours. Qu'est-ce qui bloquait chez ce monsieur? De fait, il y avait une culpabilité. Quand tu te perçois coupable, tu te retrouves incapable. Il y a un lien très fort entre culpabilité et incapacité. Si nous travaillons et avons à cœur de libérer nos talents, si nous travaillons et avons à cœur que notre être se libère, les points de résistance, d'incapacité, bien souvent, derrière se cachent des culpabilités.
Ça a l'air de rien, mais vous avez l'air d'un goyard dans le mazout. Hein. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Comment on sort de ça? Il y a plein de pistes, je vous en donne qu'une. Je crois qu'elle est importante à donner, parce que si nous voulons être des dirigeants inspirés, qui écoutons, qui osons écouter nos intuitions, en vue d'être innovants, il faut absolument toucher à ce point, parce qu'il bride. Il nous empêche bien souvent de prendre une taille que notre être appelle. Ben, ce qui se passait chez ce dirigeant, c'était très simple. C'est un conflit de leadership entre les repères hérités de son père et son actualité d'être. Ce point, j'aimerais qu'on arrive à l'éclairer. Quand on arrive à l'éclairer, on gagne un temps majeur. Le champ référentiel de son papa, c'est ce qui lui avait permis de réussir. Travailler 12 heures par jour, tous les jours. Il l'avait hérité. Ce qui se passait à l'intérieur de cet homme, c'était un conflit d'autorité entre la somme de repères hérités et ce que lui s'apprêtait à vouloir faire. Est-ce que vous avez déjà touché que dans votre nom, il y a toute une richesse d'héritage et dans votre prénom, une singularité dont vous êtes vous seul porteur? Et la rencontre des deux fait de vous un être unique. Ben, vous remarquerez que les moments de nos vies où nous sommes appelés à des initiatives dans l'ordre de l'innovation et de l'inspiration, on croise ces inhibitions. Le moment où ce que nous avons hérité, qui nous a aidés à grandir jusqu'à maintenant, et donc est un bien, peut venir empêcher le pas en avant que notre être singulier souhaiterait faire. J'en ai parlé à ce dirigeant, on s'est revu un peu après, et pour sortir de ce conflit interne de leadership, il a fallu ensemble travailler à partir de qui il est sur la vision qu'il voulait donner à son entreprise. Pourquoi? Pour que, voulant sortir d'un conflit d'autorité, on n'en sort pas en allant contre l'autorité. On en sort en trouvant ce qui fait autorité, plus fortement, plus profondément que le champ de repères hérité. On a pu travailler ensemble, et à un moment donné, au nom de qui il est, il a pu faire ce choix. Il y a une chose qui a été très belle dans le groupe où il était, c'est qu'il y a un autre monsieur qui a levé la main et qui a dit « Ben moi j'ai bataillé 3 ans pour y arriver, si tu veux je peux te filer un coup de main ». Le fait de trouver des alliés, dans le fait de franchir des caps qui sont vitaux pour notre être. Si je résume tout ce qu'on s'est dit, et j'ai conscience que c'est ni facile à entendre, ni de mettre des mots dessus, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'arriver à nommer ces dimensions-là. L'enjeu pour libérer nos talents, c'est de libérer notre être, libérer notre personne, ce qu'on a de plus profond. Notre être ne demande que ça. Il nous le demande. Ce que je vous citais, c'est que cette réalisation de notre personne, cette réalisation de notre être, nous pouvons la vivre par certaines activités, par certaines relations, et parfois par des soustractions, des séparations, qui viennent comme appeler notre être à éclore.
bien-être, c'est se séparer. Quand nous arrivons à relire les grandes séparations vécues dans l'activité ou la relation, comme autant d'appels à être, il y a une liberté intérieure nouvelle qui naît. Et je dirais même un amour nouveau pour nos propres vies. Vous savez, toutes ces zones de nos vies où on a comme des casiers judiciaires, où on est un peu fâché avec nos propres vies. On arrive à en refaire l'unité. La petite expérience, c'est que quand on touche ça, en termes de libération pour soi, non seulement on devient davantage libre, mais davantage libérant. Je pense qu'un des grands enjeux de celui qui va habiter son être, habiter son talent, c'est de libérer celui de l'autre. Comment puis-je prétendre à libérer celui de l'autre si c'est bridé en moi? Donc la part manquante pour que cette éclosion se fasse, pour venir donner à la prise de conscience, au désir, à la croyance et au savoir sa pleine fécondité, c'était une autorisation. Vous voyez le paradoxe? Le dirigeant, c'est celui qui exerce l'autorité. Et bien souvent, c'est un des derniers qui parvient à se donner une autorisation. Peut-être que ce soir, des choses ont résonné pour nous. D m'importerait peu, si au moins il y en avait une. Une chose dans tout ce qu'on s'est dit ce soir, rien qu'une, qui sonne juste pour vous. Je vous demande de la prendre. Je vous y invite. À partir du moment où vous la prenez, laissez-la retentir en vous. Et voyez ce qu'elle vient vous inspirer. En termes de désir, en termes de crainte, normalement les deux se réveillent. Cette inspiration, si vous l'accueillez, peut-être qu'elle va venir être fécondée par une intuition ou deux que vous aviez déjà. Si cette inspiration croise une intuition, qu'elle s'ancre dans qui vous êtes, il y a matière à être un dirigeant innovant. Parce que la source même de l'innovation, elle est à l'intérieur. Je vous propose qu'on prenne 2 petites minutes pour chacun, pour laisser descendre tout ça. Pour qu'on ne se précipite pas trop à l'extérieur, et que peut-être ce qui a sonné juste à l'intérieur, on ne se le fasse pas dérober. Est-ce que maintenant qu'on s'est peut-être autorisé à que ça résonne un peu, certains pourraient l'exprimer. Une des grandes voies pour que le désir soit opérant, c'est de le verbaliser.
facile. Si vous le souhaitez, pour l'approfondir, n'hésitez pas à interroger. Est-ce que tout ce qu'on s'est dit là, vous avez des questions dessus? Oui. Y a-t-il des raccourcis? Y a-t-il des raccourcis? Vous répondriez quoi à ça? C'est toujours un peu innovant le raccourci. Hein. Le sentiment bougent. Ouais. Tu pourrais creuser la notion de raccourci. Il fonctionne là? Non, il marche pas. On est tous de tout cœur avec toi. C'était à vous la question? Oui, j'ai bien compris. Je la trouve très bonne, donc à mon avis, avant d'essayer d'y répondre, pas forcément d'y répondre, vous voyez, mais de quelle manière ça retentit en vous? Pourquoi vous me posez cette question sur les raccourcis? Je vais poser deux questions. La deuxième, c'est pour alléger la première. Alors, j'ai le sentiment, dans mon histoire, d'avoir rencontré ce moment. Ouais. D'avoir vécu plusieurs fois. Et c'était un moment d'une forme de plénitude et de paix interne très fort. Je l'ai perdu. Et un de mes enjeux et souhaits, c'est de le retrouver. Et j'ai parfois des petits bouts qui reviennent. Donc quand je demande le raccourci, donc si je devais répondre à ma propre question, c'est ce que vous me demandez. J'ai un peu le sentiment que je jouerais beaucoup sur l'activité. Ouais. Ouais, fondamentalement sur l'activité. Alors c'est pas facile parce que dans la vie de dirigeant, on est complètement pris par l'activité, on perd de famille, autre, tout arrive et tout est là, et plus on en fait, et plus on a. Et donc c'est assez difficile de casser ce rythme. Pourtant j'ai le sentiment que lorsqu'on casse ce rythme, il y a un véhicule que vous fait penser, la marche. La marche, la relation à la nature, la relation aux choses essentielles, à la terre. Tout à l'heure quand vous parliez, vous me faisiez penser aux arts martiaux, au fait d'accompagner les énergies, au fait de pas être dans le conflit, mais plutôt sur la mouvance. Donc la réponse à ma question irait vers une rupture d'activité, d'inconscience qu'on est dans la surenchère d'activité. Voilà la réponse à ma question. Je crois qu'on peut l'applaudir. Elle est froide au début, hein. Votre prénom? Arnaud. Arnaud. Merci Arnaud, parce que c'était... Merci parce que derrière votre question, j'ai bien entendu, c'était un témoignage. C'est bien plus fort qu'une question. Moi, je retiens beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première chose que je trouve très forte, c'est que quand je parle d'unifier ce que l'on fait, ce que l'on vit,
et qui on est, c'est pas une langue étrangère pour vous. Vous voyez de quoi je parle. Et vous dites même, j'en avais l'expérience. Je sais ce que c'est. Et je l'ai perdu. Et quand je vous parlais de prise de conscience, ça c'est un moment extrêmement fort. Le moment où ce que maladroitement j'ai essayé d'exprimer, j'entends à l'intérieur que je l'ai déjà touché. À partir du moment où j'entends ça, le chemin est ouvert. Vous le signifiez d'ailleurs, parce que vous demandez raccourci, c'est bien que le chemin est ouvert. Après, dans ce que vous dites, on voit bien, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de relations, et ça prend un temps de plus en plus prégnant, avec une dominante très forte qui s'appelle la responsabilité. C'est pas facile, hein, parce que la responsabilité, c'est pas rien. 1, ça nous permet de grandir, 2, de faire grandir, 3, de se donner, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, étonnamment, elle peut venir mettre nos réalités dans un ordre qui, au bout d'un moment, nous bride. Quand je vous disais tout à l'heure, le propre du sage, c'est d'ordonner, dans ce que j'entends, Arnaud, c'est que vous avez besoin de réordonner. Les choses sont les bons, hein. Forcément chercher à en changer, ils ne sont pas dans le bon ordre. Après, il faut chercher comment vous allez pouvoir réordonner. On voit bien ce que vous dites, hein, parce que c'est une rupture avec l'activité, on ne sait pas tellement comment le prendre. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, on ne se connaît pas, donc ce que je dis, à mon avis, ne vaut pas grand-chose, mais je le dis quand même, hein, c'est que avant de tout changer ou trop changer à l'extérieur, prenez le temps de retrouver l'accès à l'intérieur. Parce que arrêter une activité, c'est ce que j'appelais potentiellement parfois la blonde décapotable. C'est-à-dire qu'on croit qu'en arrêtant ou en prenant une alternative, c'est ce qui va régler. Ça peut être le cas, hein, je l'ai fait, donc ça peut être le cas. Hein. Mais souvent la demande qui est derrière, c'est réaccéder profondément à qui je suis. Alors il y a une chose toute simple que vous pouvez faire. Vous scannez ce que vous vivez actuellement, ce que vous faites actuellement, et vous cherchez les lieux où vous êtes le plus Arnaud. Et ceux où vous êtes le plus Arnaud, vous investissez dessus. Parce que pour opérer un discernement dans l'ordre de l'être, il faut avoir accès à son être, un minimum. Alors après, ce qui peut aussi aider, c'est ce que vous dites, c'est trouver des activités ou des relations qui nous le favorisent. De fait, la nature m'aide énormément. La montagne, la marche, c'est clair que si... On va éviter de m'en priver, parce que c'est... Certaines relations, certains tiers peuvent énormément aider. Merci à vous. Merci à vous. Une autre réaction ? Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi c'est Daniel, ça va peut-être aider pour la suite, je suis psychanalyste. Alors, bon, vous avez tort sur un point, la ligne des 40 ans... S'il n'y en a qu'un, enfin, regardez la soirée. Les 40 ans, moi j'en ai 34 et puis j'ai l'impression de m'emmerder aussi un peu au boulot. La situation c'est celle-là, c'est une entreprise familiale, mon frère, ma mère, moi, garage automobile. Pourtant, au mois de janvier, on est rentré dans des locaux tout neufs, extraordinaire outil de travail. Mais bon, en même temps, je pense que j'ai... Comment on peut dire ça ? Ça y est, j'ai accompli ce que je voulais faire dans mon travail actuel, c'est-à-dire construire un garage neuf. Là, par contre, maintenant, je me pose des questions. Est-ce que ça a duré des années, quoi ? Alors bon, là-dedans, l'histoire du père, par contre, c'est vrai. Moi, je suis dans le cas de votre dirigeant qui a 62 ans, mais j'en ai 34, donc je pense que je peux encore travailler pendant des années comme ça. Il me reste 28 ans, c'est ça. C'est... Il y a une partie de vrai dans ce que vous dites, je pense, selon moi. C'est tout. Merci Daniel, ça me rassure.
Ils sont courageux, hein. Vous vous souvenez de la réaction de Yannick Noah en 83 quand il a gagné Roland-Garros? Il avait atteint l'objectif dans l'ordre de la réalisation, dans l'ordre de l'activité et de la reconnaissance, qui était le sommet pour lui. On se souvient tous, hein, quand il est tombé à genoux, qu'il a couru dans les bras de son père. C'était un moment extrêmement fort. Et de fait, après, il y a eu comme un... Ça m'avait beaucoup marqué. Un écroulement. Parce qu'on voit bien la distinction entre un objectif atteint et une finalité qui est porteuse de sens. L'objectif, c'est ce que je veux faire à partir d'un projet. Le sens que je donne à ce que je fais, à ce que je vis, c'est beaucoup plus transversal. On voit bien entre 20 et 30 ans, jusqu'à 40, enfin, de toute façon, comme toute typologie, c'est déjà faux quand j'ai... Merci de le dire, Daniel, parce que heureusement, nos vies sont bien plus subtiles que ce que j'en raconte. Mais ce que l'expérience va montrer, c'est quand je vais arriver au bout d'une logique projet, ce que vous dites vous concernant, il y a un vide, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est manquant et qui m'appelle. Moi, je dirais, pour moi, c'est une chance immense que vous avez à 34 ans. Parce que si j'ose dire, ça vient la vie devant vous. Hein. C'est tout ouvert. Et de s'ennuyer dans son boulot à 34 ans, c'est génial. Parce que... Non mais... Oui. Mais pourquoi? Parce que, Daniel, c'est porteur à l'intérieur d'une nécessité de déplacement. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Non pas que ce que vous faites est mauvais, non pas que ce que vous vivez est mauvais, mais il y a un manque. Pour moi, ce manque, c'est typiquement un appel à la profondeur. Or, ma petite expérience, c'est quand la réalisation extérieure ne satisfait plus, il faut se pencher sur la réalisation intérieure. Et d'arriver à faire ce maillage entre réaliser au dehors et se réaliser au dedans. On a tous ce désir-là. 34 ans, c'est jeune pour se réveiller avec cette force. C'est fort. Non, c'est vrai. Et ça mérite. C'est, en même temps, le cadeau que vous avez, c'est que cet Everest, qui est ce nouveau garage, ces nouveaux locaux, ça y est, il est déjà là. Il y en a qui courent pendant des années après. Le réveil est d'autant plus douloureux quand ils y arrivent. Donc moi, ce que je serais tenté de vous dire, Daniel, c'est... D'abord, il faut célébrer ce qui est fait, parce que c'est une belle victoire que ça soit réalisé. Ça n'a pas dû se faire ni facilement ni rapidement. Donc rien que ça, il y a matière à dimension festive, on va dire. Et puis en même temps, prendre l'espace intérieur dont vous avez besoin pour descendre plus profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut trouver la voie qui peut vous aider à ça. Je me garderai bien d'en donner une parce que c'est très propre à chacun, ça. Pardon? Faut pas que ce soit une voie de garage. Faut pas que ça soit une voie de garage. On se demande après pourquoi il est président. Tout c'est clair. Daniel, si vous repartez pas avec ma parole, repartez avec la sienne. Mais typiquement, simplement, je pense que c'est important d'entendre ce genre de témoignage. Vous comprendrez, Daniel, que je réponds très superficiellement, parce que pour répondre, ça réclamerait de ne pas le faire en collectif. En même temps, c'est important de l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Merci. Mais est-ce que c'est pas une quête qu'on a toute sa vie, ça, se courir après, se chercher moi, c'est la réflexion que je me fais, pour moi, c'est toute sa vie qu'on se cherche. Et votre désir, c'est de l'externaliser ? Non, mais de toute manière, je pense pas qu'il y ait une vérité sur son propre fond intérieur. À 20 ans, comme vous le disiez, c'est pas la même qu'à 30 ou à 40 ou à 50.
Donc c'est une quête perpétuelle en fait. C'est même c'est toute la différence entre un objectif et une quête. C'est que de fait, un objectif s'atteint, c'est le garage. Une quête, elle nous maintient en mouvement. Et je pense, je suis assez d'accord avec vous, que cette quête de devenir qui je suis et d'habiter la profondeur de mon être pour que ça vienne rayonner dans la relation et l'activité, c'est une quête de toute une vie. Je suis bien d'accord avec vous. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ne l'accomplisse jamais pleinement. Imaginez l'ennui. Par contre, je crois que c'est une vraie décision intérieure à un moment donné de choisir d'y répondre. De ne pas faire que multiplier les activités et multiplier les relations en n'entendant pas ça. Après, le paradoxe, moi c'est ce que je vois en accompagnant des dirigeants, c'est que des dirigeants qui entendent cette quête-là et veulent y répondre, étonnamment, souvent, ils ont encore plus d'activités, encore plus de relations. C'est pas fromage ou dessert, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'étonnamment, plus je gagne en profondeur, plus je peux continuer de m'étendre. Et c'est comme les arbres. La différence entre les chênes et les résineux. Les résineux, ils ont les racines à fleur de terre, et les feuillus, enfin surtout les chênes, ils s'enfoncent dans la terre. Et je crois qu'un des appels, pour moi, c'est ça. C'était déjà très présent dans notre témoignage tout à l'heure. Parce qu'on sentait bien les deux niveaux. Le niveau où les activités vont se multipliant, et en même temps le désir chez vous de maintenir un ancrage dans la profondeur. Donc on voit bien, moi dans ce que j'ai cru entendre de ce que vous dites, hein, le désir de mailler les deux. Et comme vous avez ouvert sur la relation, vous avez remarqué que vous avez témoigné en 3D tout à l'heure. Hein. Vous avez ouvert sur la relation, votre épouse et vos enfants, vous avez déployé tout ce que vous réalisez dans l'ordre de l'activité, et vous avez bouclé sur qui vous êtes. Donc c'est bien qu'il y a un cœur pour vous, me semble-t-il, hein, d'unifier les trois. Oui, c'est essentiel, mais quand on parlait de choses essentielles, c'est vrai que ma famille c'est quelque chose d'essentiel, mais au quotidien je suis quand même essentiellement pas là. Quoi. Nous avons une créativité dans le public ce soir. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Je suppose que c'est le seul de l'Assemblée à être dans cette problématique. C'est pas la quantité, c'est la qualité de la radio. C'est pas la quantité. Il peut être là, mais C'est son avocat. Bon, je laisse répondre ta femme. Christine, qui répond, Christine. Franck et Christine. Tout s'éclaire bien. On entend bien, c'est vrai que la question de la présence, et c'est vrai que c'est Franck, hein, ce que vous dites résonne pour moi, parce que c'est vrai que la présence, je vous donne un exemple. J'ai une personne récemment qui me dit je suis rentré chez moi, j'ai posé mon par-dessus sur le porte-manteau, mon fils de 3 ans a traversé le couloir, est venu vers moi, il m'a mis un grand coup de pied, il est reparti. Et le monsieur me dit « Pourquoi ?» Tant de haine. Je dis, à quel âge votre fils? Il me dit 3 ans. Si je le connais pas, mais dépêchez-vous de comprendre, parce qu'à 15, ça va être terrible. Alors il me dit, il me met dehors. Je connais peut-être pas suffisamment les enfants, mais à 3 ans, je trouve ça trop élaboré. Un enfant de 3 ans qui met son père dehors. Je lui fais une proposition, je lui dis, je sais pas, à défaut de vous mettre dehors, peut-être qu'il vous veut dedans. Ah là, il s'illumine. J'étais content. J'étais moins content de ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, ça valait bien la peine que je modifie mon agenda comme j'ai fait. Je dis, bon, pourquoi?
Et concrètement, il me dit, tous les soirs, j'ai fait le choix de rentrer à 19h, ce que je ne faisais jamais avant. Puis il me fait une démonstration, mais j'ai vu le combat que ça représentait pour lui, de rentrer à cette heure-là. Et il me le brandit comme une victoire. Donc je suis tout ému. Et je dis, ouais, mais quand vous êtes chez vous, vous faites quoi? Bah, travailler sur le canapé. Vous savez, j'ai mon fils de 10 ans qui m'a dit récemment, papa, on fait un jeu. Je dis, ouais, je veux bien. Pendant 1 heure, tu touches pas ton portable. J'ai refusé une chose. Donc j'entends bien que si on a ouvert là-dessus, sur le fait que l'être, sa qualité propre, c'est la présence. De fait, c'est pas une question de quantité. Franck, je suis bien d'accord avec vous. On le sait bien. Et nos enfants le savent. Je suis très frappé, les enfants, la manière dont... Enfin, combien ils sont sensibles à la qualité de présence, à la densité de présence. Après, quand on est peu présent à soi, c'est pas simple d'être présent à l'autre. Quand on a la tête tenue par des responsabilités dans l'ordre de l'activité, on a une vraie difficulté à décrocher. Donc moi, j'aurais tendance à dire, nourrissons la dimension de présence à notre être et à nous. Ça nous habilitera, ça nous libérera dans notre capacité de présence à l'autre. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que l'exigence de présence à l'autre, parfois, est persécutrice. Parce que quand on est arrivé et on n'a pas fini toute la liste de ce qu'on devait faire, et maintenant il faut être présent à l'autre, on externaliserait bien des fois. Parce qu'on n'est plus en capacité, enfin, il y a un problème, c'est pas un manque d'amour, de désir, si on ne peut plus, on sature. Vous voyez, il y a un besoin, me semble-t-il, pour être présent à l'autre, de libérer de l'espace à l'intérieur pour être présent à soi, et à partir de ce moment-là, d'être présent à l'autre. Vous voyez, si je redessine l'être, le vivre et le faire, l'activité, la relation, et qui nous semble profondément, de vouloir à tout prix gagner en relation en supprimant de l'activité, ce que moi me montre l'expérience, c'est que ça ne marche pas. Je ne suis pas qualitativement présent à l'autre. Donc moi, je crois qu'un des enjeux, c'est retrouver ce que vous disiez, Arnaud, tout à l'heure, une qualité harmonique de présence à soi, sans l'idéaliser, hein, mais qui est un peu d'ordre à l'intérieur, ce qui va me rendre capable d'être présent à l'autre. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être avec quelqu'un sans lui être présent. Et pourtant, moi je vois ce que c'est que d'être surimpliqué dans l'activité, par moments on n'arrive pas à faire autre chose. C'est pas un manque de bonne volonté, il n'y a plus l'espace à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je crois, hein, de gagner en présence à l'autre, en densité, réclame de repenser dans notre agenda quotidien, hebdomadaire, trimestriel, semestriel, annuel, les grands rendez-vous qu'on se donne avec ça. Peut-être une dernière réaction? Bonsoir. Où est-ce que vous mettez le curseur entre l'écoute des autres et l'écoute de soi? À gauche. C'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que déjà sur le... Votre prénom c'est Mathias. Mathias, je pense que en amont d'une question de curseur, il y a une question de tableau de bord. C'est-à-dire que moi, ce qui m'éveille un petit peu à un défaut de présence à notre personne, c'est les retours qu'on a dans la relation à l'autre.
On vous a jamais dit que vous étiez là mais que vous n'étiez pas présent. Moi, on l'a sorti. Et à un moment donné, quand on a ce genre de retours qui se font, on voit bien qu'il y a un défaut de présence. Ce que j'ai constaté, je ne sais pas comment vous le vivez, quand j'essaye de surenchérir une qualité de présence à l'autre, j'y arrive pas. C'est du forcing, mais c'est comme de remplir un verre plein, quoi. Il n'y a pas l'espace. Donc je pense que, me semble-t-il, si je n'ai pas de grand rendez-vous avec qui je suis, et la relation à l'autre est un des grands rendez-vous avec qui je suis. J'oppose pas. Hein. Un des grands rendez-vous avec notre être, c'est le fait d'aimer et d'être aimé. A priori, c'est bien d'être deux. Donc vous voyez, je n'oppose pas. Ce que je constate simplement, c'est que, et mon propos ce soir était très orienté dirigeant, vous l'avez compris, c'est que quand j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de relations, à un moment donné, je suis comme enfermé dehors. Et on rebondit sur ce que vous disiez Arnaud, j'ai comme un point intérieur. Vos termes, hein, c'était paix et sérénité, enfin, c'est quand même des termes qui sont forts, hein, que j'ai perdu. Me semble-t-il, quand j'entends ça, c'est comme E.T., c'est home, il faut rentrer à la maison. Il faut revenir à l'intérieur. Paradoxalement, Mathias, je crois que certaines relations peuvent profondément nous aider à ça. C'est pour ça que je n'oppose strictement pas. Je sais que moi, je le fais dans mon métier, je le réclame régulièrement de certaines personnes avec lesquelles je travaille pour moi, c'est d'être le tiers rencontré qui me facilite en termes de raccourcis la voie d'accès à l'être. Les tiers sont un raccourci. Je le crois profondément. Et après, ça se cause, Mathias. Vous voyez, vous le voyez bien, vous avez une qualité de relation avec l'autre qui, normalement, va nourrir qui vous êtes. Et parce que qui vous êtes est nourri, ça va nourrir votre relation avec l'autre. Donc je pense que ce n'est pas un curseur au sens plus d'un côté, plus de l'autre. La question, c'est est-ce que ces deux réalités, dans ma vie actuellement, se parlent, c'est fluide, ou est-ce que ça coince? Je pense qu'un des lieux où ça coince, c'est le déficit de présence. Je parlais des enfants parce qu'aujourd'hui, ils ont une parabole de détection à ce niveau-là, mais qui est stupéfiante. On peut faire tous les effets de manche pour leur faire croire qu'on est là, ça ne marche pas. C'est impressionnant, un enfant. Un enfant nous attend foncièrement sur la présence à lui et donc fatalement sur la présence à nous. C'est une très très bonne école pour ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais vous voyez, je ne pense pas que c'est en termes de plus d'un côté ou plus de l'autre. Quand la relation à l'autre commence à venir me réclamer une qualité de présence que je n'ai pas, je crois qu'il faut que nous entendions. Et peut-être ce soir, si on n'avait entendu que ça, alors le but c'est pas de l'entendre en se persécutant avec, hein, c'est de l'entendre en voyant la profondeur de libération que ça peut avoir pour nous, nos talents et nos relations aux autres. Aux autres, c'est vrai pour nos êtres aimés, ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai pour nos collaborateurs. Si en tant que dirigeant, mon être, j'y ai tellement peu accès, qu'est-ce que vous voulez que nous soyons libérateurs? Moi, je crois actuellement profondément que nos collaborateurs ont besoin de ça. C'est de dirigeants qui, parce que libérés, deviennent libérateurs. Et que cette libération, elle commence par s'opérer de l'intérieur. Quand vous regardez les grands changements dans l'ordre de l'humanité, les points de départ s'opèrent toujours à partir de l'intérieur. Après, ça en gagne un petit collectif, puis un plus grand. Mais c'est d'abord des prises de conscience à l'intérieur, des désirs forts à l'intérieur, une croyance qui va fédérer. Puis après, une faisabilité où on cherche comment le rendre opérant. Puis à un moment donné, il faut se l'autoriser. J'espère que cette rencontre de ce soir y aura concouru. Merci.